Allez, la première actu de ce soir, on va parler de l'Europa League. 8e de finale, de très belles rencontres que Ballot va venir décrypter tout de suite sur le plateau de la grande team. Bonsoir Ballot. Bonsoir Tia, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Très bien, salut très bien. Ballot. Oh, jolie chemise, Merci, Ballot. merci Dis pour donc. le compliment. On dirait que le feu sort de... Oui, le feu de la Ligue Europa. Le feu de la Ligue Europa, oui. dit-il. Approchez un tout petit peu. Oui. Voilà. Pas trop. Coronavirus, monsieur. La distanciation, exactement. c'est ça, Alors justement, une première belle rencontre. Séville face à l'AS Roma. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous tout. Oui, belle confrontation de la Ligue Europa à la Racing Arena de Duisbourg avec à la 22e minute Ever Banega qui écarte le jeu pour Sergio Reguilón. Superbe incursion de Reguilón qui glisse le ballon entre les jambes de Lopez, le gardien de la Roma. Et puis, à la 44e minute, les Sévillans cassent l'addition avec Lucas Ocampos qui évite soigneusement le tacle du défenseur. Et ensuite, derrière le centre bien ajusté du joueur de Séville pour Youssef En-Nesyri qui pousse le ballon dans les buts vides. 2-0 pour Séville. Et Tia, il faut signaler l'exclusion de Gianluca Mancini dans le temps additionnel. Donc, la Roma a terminé le match à 10-11. Score final, donc 2-0 pour Séville qui se qualifie pour le tour précédent. Commentaire sur le plateau? Je pense que cette semaine, un petit de tour repos pour les romanistes. C'est une formation, je crois, qui vient d'être rachetée durant cette semaine. Ouais. Et là, ils affrontent la formation de Séville, qui est un cadre de cette Coupe Europa. Je crois que c'est l'équipe qui détient le plus de Coupe Europa. Voilà. Et elle n'était pas vernie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire concernant ça. Je veux dire, Séville est dans son jardin. La Ligue Europa, c'est la signature de Séville. 5 sacs, 3 consécutifs avec Unai Emery il n'y a pas longtemps. Cette année, Séville a terminé 4e de la Ligue espagnole, juste derrière l'Atlético de Madrid, le Barça et le Real de Madrid. L'équipe en va rester seulement que 6 défaites cette saison. C'est une grosse machine qui confirme là que c'est une belle équipe avec laquelle il va falloir compter pour cette Ligue Europa. Lopetegui, l'entraîneur de l'équipe, disait d'ailleurs, eh bien la Ligue Europa a une histoire avec l'équipe de Séville et la confirmation là avec ce superbe résultat face à l'équipe de l'AS Roma, 2-0. Oui, d'autres résultats par ailleurs. Le FC Bâle qui a battu Francfort 1-0 et Wolverhampton qui bat Olympiakos 1-0. Donc ce sont donc d'autres résultats qui s'ajoutent à la belle soirée d'Europa League. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ces autres résultats? Voilà, on les voit, on les voit à l'écran. Oui. Les Anglais vont croiser la formation de Séville parce que Séville devait rencontrer le vainqueur de l'opposition Wolverhampton face à l'Olympiakos. Ça va être encore une rencontre corsée. Voilà, je pense qu'on va le dire, la hiérarchie a été respectée dans ces confrontations. Le Bayer Leverkusen qui prend le meilleur sur le Glasgow Rangers, Wolverhampton qui bat l'Olympiakos et le FC Bâle qui bat l'Eintracht Francfort. Ce sont des formations qui sont habituées à cette compétition-là et qui sont habituées à passer ces différents paliers. Cela va nous donner des quarts de finale assez explosifs. On se rend bien compte que toutes les équipes ont confirmé à domicile, les Allemands de Bayer Leverkusen, les Anglais de Wolverhampton, les Suisses de Bâle, plus les Espagnols de Séville. Ça montre bien que toutes ces équipes-là ont bien négocié ces matchs-là par rapport donc à la qualification. Et ça montre bien également qu'il y a de très bonnes écuries dans cette Ligue Europa. On assiste à de très belles rencontres. Ça va se poursuivre d'ailleurs tout au long de cette compétition. Bravo aux qualifiés. Et on a le regard tourné vers le tour suivant qui nous offre des affiches de rêve pour cette Ligue Europa. Voilà donc l'information du soir, la qualification de Séville pour le tour précédent. Eh bien, les Sévillans sont, pourquoi pas, on voit pour le tour remporter. suivant. Ouais, le tour suivant, voilà. S'ils se qualifient pour le tour précédent, ils ont ça régressé, fait bizarre. le tour suivant, autant pour moi. Donc, Séville se qualifie donc pour le tour suivant. Ils sont en route, pourquoi pas, pour un éventuel succès en Ligue Europa. Un 6e, peut-être. Ouais, peut-être, oui. Allez. Ouais. Merci Ballot. De rien, merci. Les faits. Oui, toujours. Bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, me dit-il. Oh, il est gentil. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc la Ligue Europa. On va passer à l'UEFA Champions League. Oui, c'est le grand retour. On va voir les affiches de la semaine avec Dorgelès qui arrive une fois de plus. La petite foulée quand même, Dorgelès. Voilà, merci. Tia. Regardons les affiches de la semaine. Vendredi 7 août 2020, on aura Juventus de Turin, Olympique Lyonnais 1-0 au match aller pour Lyon. Manchester City, Real Madrid 2-1 pour City à l'aller. Et puis samedi 8 août 2020, FC Barcelone, Napoli. Et puis Bayern Munich, Chelsea au match aller. Et oui, les Bavarois avaient gagné 3-0 Tia.
Merci beaucoup, hein, Dorgelès. Alors, parlons de cette rencontre, hein, Juventus-Lyon. Est-ce que les Lyonnais ont les moyens de se qualifier? Et là, je m'adresse à Fofana Moriké. Moi, je mets une pièce sur la Juventus. Pourquoi? Parce que ça va être un match très compliqué pour Lyon, parce que la Juventus, c'est une équipe d'expérience. Et je pense que en plus, ils vont jouer le match à domicile. Même sans supporter, ça va être un peu difficile pour Lyon. Oui, mais pourtant, Lyon avait marqué 1-0 hein, au match aller. Et justement, parce que je pense qu'ici, ils vont venir, ils vont vouloir défendre les 1 but, comme l'année dernière, Atlético Madrid-Juventus. Et je pense que ça va être un match comme ça. Oui, je veux dire, c'est le pari le plus simple, mais le plus juste, c'est de pronostiquer l'équipe de la Juventus de Turin face aux Lyonnais. Match aller, victoire des Lyons 1-0. Match retour, mais cette fois-ci en Italie, avec un Cristiano Ronaldo, deuxième scudetto pour la star portugaise, qui ne vieillit pas, avec un Dybala qui a été élu meilleur joueur de la saison du côté du calcio italien. Ça montre bien que c'est une équipe de la Juventus de Turin qui est en pleine forme, qui a des arguments, qui va certainement confirmer de renverser la vapeur pour ce match retour. Il a dit, on se souvient l'année dernière, 2-0 défaite à l'aller face à l'Atlético de Madrid. Match retour, 3 buts, Cristiano Ronaldo, 3-0 pour la Juve. Eh bien, on pourrait assister à ce même scénario parce que la Juve a bien terminé la saison du côté de l'Italie en s'imposant sur le finish devant des équipes comme l'Inter de Milan et Atalanta. Eh bien, la Juve là, cette compétition, c'est sa compétition. Cristiano Ronaldo, Dybala et autres voudront réaliser certainement un bon coup face à l'équipe de Lyon. Jean-Philippe, dites-moi que vous croyez quand même en l'équipe de Lyonnais. Ça va être difficile. Roger Stéphane a dit. Vous n'y croyez pas? Non, mais Roger Stéphane a dit c'est la compétition de la Juventus, mais je trouve que dire que sa compétition, c'est trop dire. C'est vrai que quand on regarde le palmarès de la Juventus de Turin, c'est une formation qui a joué énormément de finales, mais qui en a gagné très peu. Maintenant, je pense que ce qui dessert plus les Lyonnais, ce n'est pas forcément l'adversité des Turinois, c'est surtout les 3 mois de vacances dû à la pandémie de coronavirus. Comment est-ce qu'ils vont se remettre dans le bain face à une équipe qui est en plein rythme? Les dernières rencontres... Il y a quand même eu des rencontres amicales. Oui, mais il est très difficile au haut niveau d'avoir le même niveau de concentration pendant une rencontre amicale que pendant une rencontre internationale. Et je le disais ici à maintes reprises, cette formation de la Juventus, elle était bâtie pour aller au bout de cette compétition. Mais je vais essayer un peu d'être, je ne dirais même pas chauvin, mais je vais mettre quand même une petite pièce sur la formation lyonnaise parce qu'elle joue sa saison également dans cette compétition. Elle est out au niveau national, au niveau domestique, ayant terminé 7e du championnat français. Elle ne peut pas jouer de compétition européenne. C'est sa seule voie pour essayer de se qualifier. C'est vrai que le chemin sera périlleux et très long, mais les Français, ils adorent ce genre d'exploit. Attention à la Juventus de ne pas prendre cette formation lyonnaise du haut. J'aurais aimé vous entendre dire, parce qu'il y a Maxwell Cornet hein, qui joue à l'Olympique. Non, mais attendez. Attendez. Yellow. Bon, c'est vrai que Maxwell Cornet est marqué contre les grandes équipes, mais soyons réalistes. L'équipe de Lyon, là, je ne pense pas qu'elle pourra gagner la Juventus de Turin parce que Lyon a perdu 4 de ses 5 déplacements européens en Italie. Et donc, si on se base sur ça, c'est pas clair, c'est pas sûr que Lyon puisse battre la Juventus de Turin, surtout que la Juventus de Turin est en pleine forme et en pleine confiance. Ça sera dur pour Maxwell Cornet et ses coéquipiers. Bon, ben justement, hein, on avait posé la question hein, à Maxwell Cornet et à Bertrand Traoré, hein, voilà comment ils appréhendaient ce match. Ben, c'était sur le plateau de la grande team. Enfin, c'était dans la grande team. Voilà ce qu'ils disaient. Voilà, on s'est remis de ce résultat défavorable pour nous, de cette défaite à Paris au penalty. Ce sont des choses qui arrivent. Même si la frustration était vraiment très très grande. Il y a eu ces larmes vraiment parce que c'était vraiment un objectif pour moi et qui n'a pas été atteint malheureusement. Mais il reste encore notre match de Ligue des Champions face à la Juve pour se remettre dedans. On a fait une saison, je dirais, très moyenne. Mais voilà, on est encore en lice pour la Ligue des Champions. On a notre qualification à aller chercher contre la Juve dans quelques jours. Je pense que voilà, c'est le match ça sera le match le plus important de notre saison. Si on arrive à se qualifier, à intégrer le Final 8, à partir de là, tout sera possible. Et voilà, sur un match, je pense que tout est possible face à n'importe quelle équipe. Et voilà, le plus important, il va falloir chercher la qualification face à la Juve. Est-ce que le match contre Paris ne pourrait pas servir de match référence Pourquoi pas avant celui contre la Juve? Pourquoi pas? C'était un bon match. Ils ont perdu la finale
je dis avec héroïsme devant cette équipe du Paris Saint-Germain qu'on connaît bien, qui a une grosse machine, qui a un effectif extraordinaire, un peu taillé comme l'équipe de la Juventus de Turin. Oui, ça peut aider. Et on est bien content d'ailleurs là pour nos deux Africains, notamment Maxwell Cornet, reconverti en latéral gauche, comme on l'a dit, qui a fait un bon match face à Paris. Si déjà il confirme un bon match face à l'équipe de la Juventus de Turin, ce serait une bonne chose. Mais ne le cachons pas du tout, ça va être un match extrêmement difficile pour l'équipe de Lyon. Moi, j'ai suivi les dernières rencontres de la Juventus de Turin. C'est une équipe, certes, qui est calibrée pour cette compétition, mais qui a montré quelques signes d'essoufflement lors de ces dernières confrontations face à des adversaires qui sont d'un calibre nettement moins que cette formation lyonnaise. Je veux rester sur un mot qui a été dit par les deux athlètes. Tout est possible. Tout est possible, c'est une rencontre de football. C'est une rencontre couperée. Il s'agira d'être concentré durant 90 minutes, de donner tout ce qu'ils ont dans le ventre et d'essayer tout simplement de faire douter cette formation de la Juventus de Turin le plus longtemps possible. Donc attention au petit piège français. C'est vrai que pour l'instant, tout le monde se dit que la Juventus va forcément éliminer Lyon. Des matchs difficiles pour la Juventus, mais vous jouez quand même. Quand vous jouez Sassuolo, Atalanta et Naples, ça fait beaucoup. Mais bien on peut évidemment, comprendre les difficultés de l'équipe de la Juventus de Turin sur sa série. C'était terrible parce que c'est trois grosses équipes quand même. Mais là, quand on a suggéré la fin de saison pour terminer champion en Italie, et là, elle a un match depuis bien longtemps. Bon, d'accord, mais c'est la Juve quand même. Et là, elle a une finale, enfin un match de Ligue des Champions à domicile face à Lyon. Bon, on espère et on croit certainement que la Juventus va confirmer. Alors, on va prendre le problème à l'envers. Est-ce que Lyon pourrait profiter justement de l'essoufflement de la Juventus pour essayer de faire un coup? Oui, pourquoi pas. Comme il l'a dit, c'est un match de Ligue des Champions, tout est possible. Mais Lyon, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas joué de match à haute intensité et ça va être vraiment difficile. Mais je pense que comme c'est un match de football, tout est possible. Pourquoi pas? Mais moi, je mets une pièce sur la Juve. Bon, j'aurais essayé. Hein, vous avez obligé de mettre une pièce sur Lyon. Sa pièce va couler. Et en plus, bon, je comprends aussi, hein, parce que vous êtes habillé aux couleurs de la Juve, donc on a bien compris que votre cœur balançait pour la Juventus Turin, Monsieur Fofana. Allez, on va parler d'une deuxième rencontre, hein, Manchester City face au Real Madrid. À l'aller, donc Manchester City s'était imposé donc 2-1. La qualification est-elle acquise pour City? Haha, Yellow. Non, je ne pense pas. Quand on voit les différents matchs qu'a joué le Real de Madrid et la Coupe d'Espagne qu'elle a remportée actuellement, il y a un regain de confiance. L'effectif est très en forme. Donc, pour moi, rien n'a encore joué pour Manchester United, tout comme le Real de Madrid. Manchester City. Manchester City. Ouais. C'est la Liga. Comment? Non, la Liga espagnole remportée par la formation du Real de Madrid. Oui. Lors de ces 11 derniers matchs de championnat épiques, on se rappelle que cette saison a été interrompue. Il restait 11 matchs à cause de la situation du coronavirus. Le Real revenait avec 2 points de retard sur le FC Barcelone et le Real a terminé ce championnat, je dirais même pratiquement à 7 points, parce que la dernière journée qu'à côté pour du beurre, le Real a levé le pied pour finir le championnat par un match nul. Et donc, quand on regarde cette équipe du Real, quand on sait que, par exemple, cette équipe, c'est sa compétition, la compétition reine, 13 trophées, Pep Guardiola l'a dit, c'est une équipe qui est capable de renverser n'importe quel score dans cette Ligue des Champions. C'est bien évidemment le Real de Madrid. Ils ont récupéré pratiquement tous les joueurs qui étaient absents durant le match aller, notamment Eden Hazard. C'est vrai qu'on a parlé d'une petite gêne au niveau de la cheville qui pourrait tout simplement l'empêcher de débuter la rencontre, mais pas d'être absent. Il y a quelques problèmes de personnes à gérer, notamment Zinedine Zidane qui a estimé que Gareth Bale avait refusé de faire le déplacement. Mais Gareth Bale n'est plus un élément essentiel dans le 11 de départ du Real de Madrid. Évidemment, je pense que les hommes de Zinedine Zidane auront à cœur de renverser la vapeur. C'est une équipe qui est très orgueilleuse et qui va vouloir tout simplement laver la foi du Santiago Bernabéu par une victoire face à la formation de Manchester City. Ça va être une rencontre assez dantesque. Fofana Moriké, la pièce, on la met sur qui alors là? Je suis un supporter du Real. Je mets ma pièce sur le Real, même si ça serait un match très difficile pour le Real. Donc, on la met sur qui, pardon? Real Madrid. Sur le Real. Bon, très bien. Là, par contre, c'est une pièce un peu difficile. Mais quand cela ne tienne, par exemple, sur le match aller, City avait été exceptionnel avec un Kevin De Bruyne, mais vraiment magnifique, le milieu de terrain belge qui avait fait un match de toute beauté face à l'équipe du Real. Mais le match de tout là est dans un contexte un peu particulier quand même, parce que le Real de Madrid est en pleine fureur à la récupération. Casemiro, Toni Kroos, c'est un Real qui est en pleine forme, qui a bien géré sa fin de saison. Et à l'extérieur, le Real est capable de renverser la situation, parce que Manchester City ne sait pas défendre vraiment. C'est une équipe qui va jouer devant, qui va jouer son match, conserver le ballon, essayer de dominer,
Pep Guardiola, c'est le style de jeu qu'il a, un peu comme il a fait avec l'équipe du Barça. Et donc derrière, le Real de Madrid, avec l'intelligence de Benzema et autres, Eden Hazard, peut être bien derrière, jouer les contre, et puis pourquoi pas créer la surprise face à cette équipe de City. En tout cas, pour moi, c'est la finale de cette compétition qui, malheureusement, arrive à l'étape des quarts de finale, mais c'est la beauté de la Ligue des Champions. J'avoue que je ne sais pas le résultat final, mais City-Real, ça va être un match exceptionnel pour cette Ligue des Champions. Non, ne parlez pas de finale, vous allez mélanger les téléspectateurs. C'est le 8e de finale retour, là, s'il vous plaît. Alors, justement, jouer sans Sergio Ramos, qui est quand même le pilier de cette équipe, c'est le leader de l'équipe. On rappelle qu'il a écopé d'un carton rouge, donc il ne peut pas jouer ce match retour. Est-ce que ça va pénaliser le Real Madrid? Le Real a une particularité. C'est que quand cette équipe arrive en finale, et là je vais rejoindre Roger Stéphane de Ligue des Champions, elle se met en mode guerrier et on doit forcément remporter la rencontre. Et cette rencontre, ce sera une finale dans leur esprit. Déjà que celui qui est préposé à remplacer Sergio Ramos est connu de tous, il s'agit de notre ami Militao. Il est en train d'être coaché psychiquement par Sergio Ramos pour tenir le choc. Il faut noter également que du côté de la formation de Manchester City, ils seront privés d'Aguero. Le Kun qui s'est blessé, c'est une pièce essentielle de cette formation de Manchester City. C'est vrai que mais qui n'avait pas joué le match aller. Oui, donc mais c'est une pièce essentielle. C'est vrai qu'ils ont Raheem Sterling qui va aussi très vite, mais contrairement au match aller qui s'était déroulé dans une période où le Real était en plein doute, le Real n'enchaînait pas les bonnes performances. Ce match retour est une rencontre qui arrive à un moment où, après avoir tout simplement joué des rencontres assez compressé, ce Real de Madrid revient de vacances et je pense que les joueurs de Manchester City savent tout simplement que ce n'est plus le même Real qu'ils vont affronter, ce n'est plus la même équipe. Attention à ce qui va se passer donc demain du côté de l'Emirates Stadium. D'accord, on va parler de l'enchaînement des matchs parce que c'est vrai que là, ça va jouer régulièrement. Quelles conséquences sur les joueurs? On a posé la question à un médecin du sport, le docteur Eric Alangba. Voici ce qu'il a répondu. Salut la grande team. Vous touchez là un problème très important qui parle en fait de la programmation et de la planification des activités physiques et sportives. Oui, l'enchaînement des matchs, un rapprochement trop important des compétitions peut impacter négativement sur la santé des athlètes. Quelles sont les blessures auxquelles nous sommes confrontés? Il s'agit d'abord de blessures tendineuses. On parlera plutôt de blessures musculo-tendineuses. Mais d'abord, les tendinites à répétition. Et puis pourquoi pas les accidents musculaires, les claquages, les élongations, les contractures. Ce sont des choses qu'on voit fréquemment quand il y a un surmenage sportif, un surmenage dans le cadre des activités physiques et sportives. Et puis, on est exposé aussi aux lésions ostéo-articulaires. Vous savez que l'os est fragile, les articulations peuvent manquer de souplesse et le fait d'être surmené physiquement peut occasionner ce genre de blessure. Bon, alors c'est pas vous qui allez contredire Dr Eric Alangba, puisque vous avez été victime de ça, le surmenage physique, appelons ça comme ça. Oui. C'est vrai que enchaîner les matchs, enchaîner les entraînements, etc., ça a un véritable impact sur le corps humain. Ouais. Non, je dis dans un contexte habituel, oui, mais est-ce que là, vraiment, il y a un enchaînement de matchs? Il y a le sentiment que c'est une nouvelle saison qui a commencé, parce qu'il y a eu la pause, il y a eu 3 mois de repos, et puis là, les joueurs sont de retour. Ils ont eu quoi? Une dizaine de matchs dans les jambes, enchaînés avec donc, la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment de gros enchaînements quand même, parce qu'il y a une pause de 3 mois. Mais sur ce qu'on a, on a un groupe qui a quasiment sauvé sa saison, Bayern, Real, Juventus, Chelsea, qui ont quasiment sauvé leur saison parce que champions au pays. Et puis en face, on a des équipes qui doivent sauver leur saison, notamment Lyon, Naples et bien d'autres. Donc ça montre qu'on aura une compétition dans laquelle toutes les équipes vont s'engager en fond. Mais à mon avis, les équipes sont en pleine forme en ce moment. On a vu sur la fin des saisons des matchs rythmés, beaucoup de buts, beaucoup de belles phases de jeu. Cela va se confirmer avec cette étape de la Ligue des Champions parce que tous les grands sont au rendez-vous. À mon avis, il n'y a pas eu de gros enchaînements parce qu'il y a eu une pause de 3 mois qui a permis aux joueurs de respirer un peu. Mais moi, je pense que la pause de 3 mois peut être préjudiciable à des athlètes de haut niveau. C'est une période de latence qui est suffisamment longue. On sait que généralement, les joueurs de haut niveau, ils ont 1 mois et demi de repos. Là, ils sont reposés pendant 3 mois. Quand vous prenez le cas du Real de Madrid et de ceux qui ont joué tout simplement la Ligue espagnole, ils ont joué 11 journées en 1 mois. 11 journées en 1 mois, ce n'est pas rien. Le temps de retrouver le rythme, le temps tout simplement de se lancer, de s'arrêter et puis donc d'enchaîner avec ce format de Ligue des Champions qui va se passer sur une période
encore courte. Je pense qu'il y a de gros risques pour ces garçons-là. Il faut faire très attention. Jean-Philippe, on a un athlète sur le plateau, donc on peut lui poser la question. 3 mois d'interruption, avantage ou inconvénient? Je pense que ça a été inconvénient. Ça n'a pas été un avantage parce que pendant les 3 mois, on ne pouvait rien faire. Il fallait juste s'entraîner. Pas de compétition, tu ne peux pas rester comme ça pour ne pas prendre du poids. Et il fallait faire des entraînements vraiment intenses. Et quand nous avons repris encore, c'était difficile. Il fallait enchaîner les entraînements. Donc ça fait pratiquement 1 année sans vacances. Parce que la période du Covid n'a pas été vraiment une période de vacances parce que nous, on avait des séances... C'est pas du repos, effectivement. Oui, on avait des séances d'entraînement. Parce que c'était obligé, on avait des séances d'entraînement, on faisait des groupes de 5 et il fallait s'entraîner chaque jour, souvent 2 fois par jour. Donc quand on a repris la saison, et là maintenant la saison est finie, on n'a que 10 jours de vacances. Donc ça a été, c'est pas vraiment, je pense que... Mais on avait une belle reprise quand même de toutes les équipes par rapport à cette pause avec les différents championnats, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne, et que ce soit même en France, où Paris est revenu rapidement avec quelques matchs amicaux, de très belles factures d'ailleurs, où on a vu de belles phases de joueurs, beaucoup de buts. Quand on voit ça, on se dit que les équipes ont récupéré rapidement parce que les championnats ont eu une belle fin dans l'ensemble. Oui, mais en Allemagne, quand ils ont repris la saison, le premier match, je pense qu'il y a eu 8 ou 9 blessés. C'était du jamais vu dans l'histoire de la Bundesliga. Parce que ce n'était pas vraiment des vacances. Ce n'était pas vraiment des vacances parce que la période du Covid, pour certaines équipes, c'était bien. Ils ont eu le temps avec l'effectif. Quand on prend le cas du Real, ils avaient l'effectif pour. Mais le Barça, c'était très difficile parce qu'ils n'ont pas l'effectif pour. Donc après, il fallait enchaîner les matchs chaque 2 jours, chaque 3 jours. Et c'était vraiment difficile pour certaines équipes. Mais tu prends une équipe comme le Bayern, même l'équipe B du Bayern, ils sont bien. C'est la balance, quoi. C'est la balance. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire hein, concernant la Ligue des Champions qui reprend demain. Voilà, demain vendredi. Allez, on va revenir un petit peu à vous, hein, Fofana Moreke. Le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, donc Patrice Baumel, doit avoir une liste de 80 footballeurs ivoiriens. Est-ce que vous avez été contacté? Non. Non, pas, non. pas encore. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il peut permettre aux éléphants de redevenir compétitifs? Oui, je pense, comme on l'a dit dans le foot, tout est possible. Après, c'est l'organisation. Si l'organisation est bonne et s'il fait une bonne sélection, pourquoi pas? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays avec des très très bons joueurs aujourd'hui sur le plan mondial. Je pense que nous sommes vraiment représentés un peu partout dans le monde. Donc la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un grand pays avec des très très bons joueurs. Et je pense qu'on a la chance d'aller un peu... on a la chance d'aller plus loin avec l'équipe nationale. Baumel, qu'est-ce que vous pensez de sa méthode? Là, il est revenu, il est rentré en discussion avec Gervinho, il a fait revenir Copa qui a dû partir. Ensuite, il a décidé de travail avec la DTN par rapport à définir une stratégie par rapport aux éléphants. Il supervise plus de 80 joueurs. Sa méthode, votre mot là-dessus? Oui, je pense que c'est une bonne méthode parce que Gervinho, c'est un élément essentiel de l'équipe nationale. Ouais. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Gervinho, quand vous regardez la saison de Gervinho, il fait une très bonne saison avec l'équipe de PAM. Donc, c'est joué en sélection, il va apporter son expérience et puis je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que vous serez à Malatya Sport la saison prochaine? Bon, là, il me reste 1 an de contrat et il faut discuter, mais j'ai des différentes propositions. Là, on va essayer de voir. Et pour le moment, je suis un joueur de Malatya vu que j'ai 1 an de contrat avec eux. Des propositions où, en Turquie ou En ailleurs? Turquie, ailleurs, mais... dites-nous tout. Mais je préfère rester en Turquie. Vous préférez rester en Turquie? Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le championnat turc? Beaucoup de choses. Comme quoi? Déjà, les Turcs, ils sont un peu fous. Ils aiment beaucoup le football. Et le football en Turquie, j'ai joué en Norvège, en France. Mais ce que j'ai vu en Turquie, c'est un peu du jamais vu. Parce que le à quel niveau? Sur tous les plans. Quand vous regardez un match de Galatasaray et Fener, je pense que c'est un grand derby. Mais quand vous partez au stade, c'est des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Il faut vivre la chose. Mais quand on joue un match comme cela, souvent ils viennent... surtout si c'est un derby, les supporters peuvent venir à l'entraînement lundi, mardi, 1 semaine pour nous encourager. Souvent, il y a des matchs en Turquie, quand tu joues, tu as l'impression que tu joues dans les championnats comme l'Angleterre, tout et tout. Et je pense que le pays, c'est un bon pays, surtout pour le foot. Alors, comme vous êtes en Europe, là, en ce moment, il y a quelques-uns de vos amis qui sont en difficulté en Angleterre. Pépé,
Bailly, Bamin, etc. Par contre, il y a un groupe qui brille, mais en Italie, comme ce n'est pas possible, avec Boga et autres. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous qui êtes sur place, qui connaissez bien ces différents championnats. Oui, justement, c'est ce qu'on essaie de dire, surtout pour Pépé. Ce n'est pas facile pour lui parce qu'il vient d'arriver de Lille. On doit lui laisser du temps parce que l'Angleterre, c'est un championnat très difficile avec une équipe d'Arsenal pas complètement en forme. Parce qu'il fait une très bonne saison avec Lille et tu te retrouves à Arsenal avec des... Tout change dans ta vie. Tu dois changer de pays, tu dois changer d'amis, tout et tout. Mais je pense que dans les années à venir, il va montrer de quoi il est capable. Et Bamin, c'est la même chose, on disait souvent dans le football, on propose des trucs et puis Dieu il dispose. Surtout les blessures, souvent un footballeur, il ne prévoit pas de blessures. Mais quand ça arrive, le plus important, c'est de vite récupérer. J'espère qu'il va revenir et puis il va prouver de quoi il est capable avec Everton. Et souvent, c'est comme ça. Eric Bailly aussi n'a pas eu la chance. À chaque arrêt, quand il joue, il se blesse. Ouais. Donc, du coup, c'est des trucs. Souvent, quand un entraîneur compte sur toi, tu te blesses une fois, deux fois. Après, ça devient difficile. Parce qu'il fait son équipe, surtout quand l'équipe commence à gagner. Ouais. Après, c'est très difficile. Okay. Mais Jérémy Boga, il pense que c'est un très bon joueur. Vous l'avez vu. Ah, ça. Que ce soit à Chelsea, tout et tout. Il n'avait pas eu la chance de s'exprimer comme il le fallait. Et maintenant, c'est ce qu'il fait avec Sassuolo. Mais tous ceux qui regardent le foot savent que c'est un très bon joueur. Donc j'espère que pour lui, il va trouver une bonne équipe et puis tout va aller chez lui. Okay. Ben, moi, j'aimerais savoir, vous êtes en Turquie, il y a une forte communauté africaine, il y a une forte communauté ivoirienne. Est-ce que vous avez des contacts entre vous? Voilà, est-ce que vous voyez très souvent? Est-ce que vous partagez des moments ensemble dans ce pays? Oui, souvent ça dépend parce que souvent quand on va jouer quand on joue, comme vous avez dit, souvent quand on joue des matchs, on essaie de parler, mais avec le programme, c'est pas facile parce que nous sommes dans des villes différentes. Et puis, il n'y a pas assez de périodes. Souvent, on parle au téléphone, on écrit des SMS. Mais pour se voir dîner ou truc, c'est différent et difficile. Mais quand on joue des matchs ensemble, par exemple, quand je joue comme Razak Traoré, c'est un grand frère à moi. Lui, on peut se voir, je peux rester chez lui comme il peut rester chez moi. Et ça dépend. Bon, on a bien compris que vous êtes bien en Turquie, mais est-ce que vous vous y plaisez au point d'y rester ad vitam aeternam, ou bien vous ambitionnez de peut-être aller jouer un jour dans un autre championnat, un club encore plus important que celui de Malatya Sport. Oui, après ça dépend parce que tout dépend de la proposition qu'on nous envoie. Peut-être, comme je vous ai dit, je suis un joueur de Malatya, j'ai 1 an de contrat. Après, ça va dépendre, je peux avoir des propositions, mais avant d'aller à Malatya, j'ai eu beaucoup de propositions, mais j'ai décidé de rester en Turquie. Après, ça dépend de ce qu'on a comme proposition et puis après, je prends la décision avec la famille. Très bien. Eh bien voilà, merci beaucoup Fofana Morike. Ça y est, il va déjà être l'heure pour vous de nous quitter, malheureusement. Mais on a passé un bon moment. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir sur notre plateau. Okay. On a passé un très bon moment. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Donc notre invité, Fofana Morike, il va nous laisser. Henri Jo va reprendre sa place. On va parler dans la 3e période de l'élection à la FIF. Et je vous rappelle cette question. Les candidats devraient-ils aller à la rencontre des électeurs en attendant la commission électorale? On va vous expliquer ça dans un instant. Pour l'instant, vous pouvez aller sur la page Facebook de la 3 pendant la petite pause. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et surtout votez aussi pour le sondage. Je vous donnerai les résultats à la fin de l'émission. À tout de suite.